Bonjour Rhys, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview. La première question que l'on a envie de vous poser, un an tout juste après l'attaque de Charlie, eh bien c'est peut-être tout simplement comment allez-vous? Personnellement, ça va quand même un peu mieux, voilà, de mois en mois, je dirais, les choses se sont un peu améliorées, même si au début c'était quand même très dur. Après bon, on a toujours, et on aura toujours le souvenir de ce qui s'est passé et jamais on pourra s'en défaire, donc il faut apprendre à vivre avec. Le souvenir de ce qui s'est passé, pardon de vous faire ressasser ces souvenirs douloureux, vous vous souvenez précisément de ce qui s'est passé le 7 janvier 2015? Oui, bah, ça oui, je m'en souviens puisque je l'ai ressassé, je vais pas dire sans arrêt, mais souvent, voilà. Heu Mais en fait, je m'aperçois que je ne me souvenais pas de tout non plus, parce que quand je discute avec les autres, ils ont des souvenirs de choses qui m'avaient échappé. J'ai pas tout entendu, j'ai pas je me souviens peut-être plus de mes émotions que de ce qui s'est passé, en totalité, quoi. De là où j'étais, si je puis dire, oui, je m'en souviens quand même, voilà. C'était un moment, bah, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est le moment où vous vous dites: «Voilà, ma vie va se terminer». Je m'attendais à ce que tout se termine. Souvent on se demande, comment va finir sa vie? Est-ce que je mourrai, d'un accident de voiture? Est-ce que je mourrai de maladie? Et là, ce jour-là, je me suis dit: «Ben voilà, ça va se terminer ici, dans les locaux de Charlie». Donc Dans votre édito, du numéro de cette semaine, vous expliquez qu'en 2006, quand Charlie a mmh, publié les caricatures de Mahomet, personne ne pensait sérieusement qu'un jour tout cela finirait dans la violence. Rétrospectivement, est-ce que vous n'avez jamais regretté d'avoir publié ces caricatures? non, ça alors vraiment, c'est il faut pas regretter, heu, il faut pas réécrire l'histoire après coup, c'est toujours facile de dire: «On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça». Non, je pense que d'abord, il fallait le faire parce que c'était une question de principe, parce que d'abord, c'était la défense d'un droit, voilà, d'un droit pour lequel nous, on s'était battus, c'était le droit de la satire, le droit à l'humour. On a souvent eu énormément de procès avec une association de catho-intégristes et c'était le même problème et on était poursuivis à l'époque pour, racisme antichrétien. Enfin, ils auraient aimé nous condamner pour ça. Donc là, on était à nouveau poursuivis pour cette fois racisme, anti-musulman, soi-disant. Il n'était pas question cette fois-ci de céder plus pour quelque chose pour lequel on s'était déjà battu avant. Voilà, donc c'était dans la continuité de tout ce qu'on avait fait dans les années 90 en se battant devant les tribunaux pour le droit à publier des dessins sur la religion, sur toutes les religions. Et le résultat, c'est que, le résultat, c'est aussi un résultat juridique. C'est que quand même, le droit nous a donné raison. Donc même si par la suite il y a eu des choses dramatiques, le droit est là et le droit est là pour tout le monde. Voilà. Donc ça valait le coup de le faire. Mais votre anticléricalisme, est-il conforme à la laïcité finalement? Mais la laïcité, c'est juste un mode d'organisation des différences de conception, philosophiques. Certains croient en Dieu, certains n'y croient pas. Après, il faut trouver, des comment dire? Des protocoles pour organiser la vie publique. Voilà, dire où commence, le religieux, où s'arrête le religieux, c'est tout. C'est juste, mais après c'est pas incompatible avec, oui, de l'anticléricalisme ou, de un discours, qui conteste l'existence de Dieu. Et on a quand même le droit, le but aussi, c'est de pouvoir, exprimer, cette diversité d'opinions, dont celle-ci. Mais la laïcité, ce n'est pas aussi, heu, laisser admettre que Dieu existe peut-être? Ah mais bien sûr, mais ça on moi je suis pas là pour faire taire les voix divergentes. Ça si, les gens ont le droit de dire qu'ils pensent que Dieu existe, mais nous on a le droit de dire que c'est peut-être aussi une erreur de penser qu'il existe. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que ce qui est un peu fatigant depuis, quelque temps, c'est que quand on a affaire à une manifestation extrémiste du religieux, hein, des terroristes, qui utilisent, la religion pour commettre leurs actes de violence, on nous met pour contrebalancer ça, un discours religieux que l'on qualifie de modéré. Bon, évidemment, c'est moins pire, hein, il vaut mieux, cohabiter avec des religieux qui n'utilisent pas la violence qu'avec des religieux qui utilisent la violence. Mais ça ne doit pas nous interdire malgré tout de
continuer à critiquer le principe même de la religion ou le principe même des croyances. On a toujours le droit de dire que Dieu n'existe pas et personne ne sait s'il existe, c'est juste une hypothèse. Et c'est quand même parfois un peu surréaliste de voir qu'il y a des projets ou des idéologies, ou des pensées religieuses qui voudraient construire une société sur finalement une idée d'un Dieu dont on ne sait même pas s'il existe, sur une hypothèse, quoi. C'est quand même très fragile. Pour moi, c'est pas un projet de société sérieux que de construire une société sur une religion. Voilà. Votre dessin en une cette semaine fait la polémique, hein. Mm. Il montre un dieu sanguinolent avec une Kalachnikov au-dessous de cette légende. L'assassin court toujours. Est-ce que là, vous faites pas l'amalgame entre terroriste et croyant? Est-ce que vous êtes sûr, Rhys, Mm. d'être sur la bonne route avec ce dessin? Ah oui, parfaitement. Parce que, euh, évidemment, tous les croyants ne sont pas des terroristes. Mais tous les terroristes, en ce moment, sont croyants. Donc, ils ont quand même, ils sont tous animés de cette croyance fondamentale que Dieu existe, l'au-delà existe, un être suprême existe. Et donc, il faut oser remettre en cause le fondement même de cette croyance sur lequel ce terrorisme se construit. Maintenant, les croyants modérés, évidemment, ça les met mal à l'aise, mais ça, je dirais que c'est un peu leur problème. C'est-à-dire que si, c'est à eux aussi d'assumer le fait de partager cette conviction qu'ils ont en commun avec les terroristes. C'est-à-dire que les deux, qu'ils soient modérés ou terroristes, croient en l'au-delà. Voilà. Moi, ce point commun, je ne l'ai pas, je suis athée. Mais c'est sûr que ça met mal à l'aise les croyants modérés, parce qu'effectivement, on les renvoie à quelque chose qu'ils ont en commun avec les terroristes. C'est de Euh, l'amalgame quand même. ah non, c'est pas de l'amalgame, c'est un fait. C'est un fait. Bah, c'est comme de dire que tous les terroristes sont Non, des musulmans, donc. non, non, moi je dis pas que je dis que quelqu'un qui croit en Dieu croit à quelque chose auquel croient aussi les terroristes. Ils ont la même conception de l'au-delà et de la vie. Après la vie, pour eux, dans les deux cas, un au-delà existe, un être suprême existe. Voilà. À eux d'assumer cette convergence de vue du monde et de la vie. Alors cette une peut aussi peut-être surprendre parce qu'elle résonne très différemment de la une du numéro qui avait suivi les Mmh, attaques l'année dernière, avec ce Mahomet et ce mmh. titre Tout est pardonné. Est-ce que cette une-là était pas un peu plus fine, un peu plus intelligente? Non, elle était, comment dirais-je, elle répondait à l'émotion du moment. Mais je pense qu'un an après, il faut prendre un peu de recul et je dirais un peu de hauteur. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que souvent on a reproché à Charlie Hebdo, parce qu'il faisait parfois des dessins sur l'islam, d'être un journal islamophobe. Et on a fini par perdre de vue que cet usage du dessin critique à l'égard de l'islam, ça s'inscrivait à Charlie Hebdo dans une vision beaucoup plus large, qui est celle de toutes les religions. Enfin, on a toujours fait des dessins sur toutes les religions. Donc moi, ce que je voulais, c'est un peu remettre les choses dans le contexte, sortir du problème de l'islam et des intégristes et reparler de ce qu'il y a au-dessus, c'est la croyance en Dieu. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'identité éditoriale du journal. Voilà, c'est un journal athée et qui défend une conception athée de la société. Et je crois qu'il aurait été une erreur de remettre encore Mahomet, parce que d'abord, on aurait eu l'impression de faire du surplace, finalement de redire ce qu'on avait déjà dit, et qui, pour moi, est acquis. Voilà, on peut dessiner Mahomet si on veut. Aujourd'hui, il faut déjà passer à la vitesse supérieure, et c'est peut-être le fait religieux qui doit être discuté. La question qui peut se poser aussi, c'est est-ce que Charlie Hebdo peut rester le même journal qu'avant le 7 janvier 2015? Est-ce que vous pouvez continuer à faire un journal qui n'a rien à foutre de rien, pour reprendre vos propos dans votre édito? Je dis rien à foutre de rien, et je rajoute en tous les cas du maximum. Évidemment, on n'en a jamais rien à foutre de tout. On a quand même aussi des valeurs, on tient quand même à certaines choses qui nous sont importantes. Mais je dirais qu'on essaye de pas non plus se laisser parasiter par des choses superficielles que l'actualité médiatique nous met sous le nez. Il faut pas se laisser disperser par s'il sait distraire par des choses sans intérêt. Donc c'est pour ça que je dis pas qu'on s'en fout de tout, mais il faut quand même écrémer un peu les choses pas très intéressantes, qui font un peu diversion et qui nous distraient, voilà, donc et revenir à des choses plus fondamentales. C'est de cette manière-là que j'ai fait un peu cette couve. Se foutre de tout, Charlie Hebdo est devenu une institution, Mmh. un symbole quasi mondial de la liberté de s'exprimer. Est-ce que ça ne vous donne pas davantage de responsabilité?
Mais ces responsabilités dont vous parlez, elles ont toujours existé avant, même si quand on n'était pas un soi-disant symbole mondial ou que sais-je. Faire une couve, faire un édito, c'est pas plus facile, maintenant, c'est pas moins facile maintenant, qu'avant. Qu'on vende 100 000 ou qu'on vende 30 000, il faut toujours, réfléchir à ce qu'on écrit, réfléchir à ce qu'on dessine, par rapport à nos convictions, par rapport à ce qu'on veut faire passer comme idée, dans le public. C'est la même chose. Je veux dire, pour moi, c'est ni plus ni moins. C'est rien n'a changé de ce point de vue-là. Je veux dire, le numéro de cette semaine, Mmh. il est tiré à 1 million d'exemplaires. Vous signez un édito plein de rage, Mmh mh. pour ne pas dire plein de haine. Mmh. C'est pas de la haine, c'est de la colère. C'est pas la même chose. Parce que pendant un an, cette année était très dure et on a encaissé beaucoup de choses et parfois j'ai fait un peu le dos rond. Je voulais pas non plus trop réagir, surréagir, mais je me suis dit quand même au bout d'un an, j'ai quand même le droit au moins de un peu dire les choses de manière un peu virulente et ferme. Je vais le dire une fois, je vais pas le redire 15 fois, mais c'est aussi le principe de la liberté d'expression. Enfin, on a le droit aussi d'être en colère, de l'exprimer et de voilà, de restituer aussi une violence qu'on a subie, voilà. Parce qu'on a quand même subi une grande violence, pas seulement physique, mais aussi psychologique, morale, médiatique et c'est pas évident de garder ça, tout le temps, quoi. Le Je suis Charlie, Mmh. arboré par des millions de gens, il y a un an, vous l'avez compris comment, Rhys? Comme un geste de solidarité, pas forcément un geste d'adhésion à Charlie Hebdo, car c'est vrai, beaucoup de gens ne lisaient pas Charlie Hebdo et depuis, beaucoup de gens n'ont pas relu Charlie Hebdo, mais au moins c'est un geste qui montrait que, heu, qu'ils ont été touchés par cette violence subie par des gens qui, au fond, n'étaient pas violents, par cette violence qui, a essayé de détruire, quelque chose d'un peu original dans le paysage médiatique français, un esprit, comme on dit, l'esprit Charlie. Qui est rare en fait, parce que quand vous sortez des frontières de la France, hexagonale, c'est pas évident de trouver un journal qui diffuse ce genre d'esprit. Il y a beaucoup de journaux humoristiques, des journaux d'actualité avec des dessins d'actualité, mais c'est vrai qu'on on s'en rendait pas compte d'ailleurs nous-mêmes. C'est en allant à l'étranger cette année que je me suis aperçu effectivement qu'on est vraiment, on est quand même un peu unique. Bon, c'est pas prétentieux de dire ça, j'ai l'impression que les Français, le 11 janvier ont eu peut-être l'impression que ou peur que cette singularité, on va dire, disparaisse. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait absolument, ressortir le journal. Il fallait pas disparaître. Voilà. Il fallait pas que cette, originalité disparaisse, du paysage médiatique français. Bon, et puis il n'y a pas que ceux qui sont Charlie, il y a tous ceux qui ne sont pas Charlie, Mmh. et pas seulement les vieilles bigotes Mmh mh. de Neuilly. Dans les cités, Mmh. dans certaines classes, les minutes de silence ont été perturbées. Mmh. Comment est-ce que vous le comprenez, ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus et beaucoup aussi de méconnaissance. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous ont dit cette année: «J'ai découvert Charlie Hebdo» et je me suis aperçu que c'est pas ce que j'imaginais et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi un peu de manière épidermique, après le 7 janvier, ceux qui nous ont soutenus et puis ceux qui effectivement ont vu, bon, il y a des caricatures de Mahomet, je n'aime pas ça donc je rejette Charlie Hebdo, mais qui au fond ne connaissent pas bien le journal et qui ne savent pas que le journal est plus subtil que ça. Moi, on m'a cité des cas de gens qui, d'origine, enfin de pratique musulmane, qui finalement, en lisant le Charlie Hebdo, se sont aperçus que c'était plus riche que ça et que ça se résumait pas, Charlie Hebdo se résume pas à faire des dessins sur l'islam. Voilà, que c'est plus complexe. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus et que, je pense qu'à long terme, bon, évidemment, tout le monde n'aimera pas Charlie Hebdo, mais au moins que les gens comprennent un peu mieux ce que c'est que Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis un an, que la société a profondément changé? Ah, c'est sûr que tout ce qui s'est passé, ça a certainement changé beaucoup de choses dans les têtes. D'abord, il faut pas tourner autour du pot. Il y a une sorte de peur qui s'est installée. Maintenant, ce qui s'est passé le 7 janvier, comment dirais-je? Qui était dirigé contre des catégories particulières, une communauté, la communauté juive avec, l'hyper cacher, des journalistes, qui plus est marginaux, journalistes dessinateurs satiriques. Donc les Français, je pense qu'à cette époque-là, se sont peut-être dit: «Ça ne concerne pour l'instant que des catégories, restreintes, on va dire, de la société française». Avec le 13 novembre, ils se sont aperçus que tout le monde pouvait être, atteint. Personnellement, moi, dès le 7 janvier, j'avais compris, enfin, après le 7 et le 9, qu'en fait, c'était à l'égard de toute la société française que cette violence allait être dirigée et que d'autres événements allaient avoir lieu et pas forcément contre des dessinateurs ou des journalistes, mais contre tous les Français.
Voilà. Donc c'est vraiment, on a en face de nous une idéologie qui a la prétention et l'ambition de défier notre société démocratique. Et c'est un défi à tous les Français. Et la bonne réponse, c'est l'obsession sécuritaire, comme on est en train de l'avoir. Alors ça, c'est toujours pareil. D'un côté, on nous dit il n'y a pas eu suffisamment de mesures prises avant le 7 janvier. De l'autre côté, quand on en prend, on en dit qu'il y en a de trop. C'est vrai que c'est très difficile dans une démocratie de trouver le bon point d'équilibre entre les nécessités de maintenir l'ordre public et de protéger les citoyens, et en même temps de protéger leurs droits, leur vie privée, de ne pas sombrer aussi dans un État, pas dire totalitaire, mais trop policier, où les gens abandonnent des droits et perdent des droits quant à la défense de de leurs droits de citoyen, quoi. Donc c'est l'éternel dilemme, c'est que quand la démocratie est confrontée au terrorisme, le terrorisme a toujours tendu ce piège à la démocratie d'utiliser la violence pour obliger la démocratie à sombrer elle aussi dans la violence, dans la restriction, dans la répression. Bon, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, tout en en faisant du mieux qu'on peut pour protéger les citoyens, ce qui n'est pas facile. Et protéger Charlie. Charlie est Et protéger aujourd'hui Charlie, ouais. un bunker dont l'adresse est gardée secrète. Vous vivez avec des policiers. Le numéro de cette semaine, on l'a dit, tire à 1 million d'exemplaires, plus que Paris Match. Honnêtement, c'est à ça que vous rêviez? Oh non, nous on rêvait simplement de faire un journal pour se marrer, et voilà, c'est le premier plaisir du journal, c'est d'être ensemble au journal et puis de passer un bon moment en déconnant et en rigolant. Le plaisir, c'est un peu un plaisir qui est revenu au journal le lundi quand on cherche les couves, le mercredi autour de la table, il y a à nouveau quelque chose de sympa et de marrant qui est revenu au journal. Voilà, c'est ça le plaisir du journal. Quand il y aura plus ce plaisir-là, alors dans ces cas-là, oui, on aura peut-être plus envie de faire Charlie. Merci, Rhys, directeur de Charlie Hebdo. Merci d'avoir été notre invité sur France Info. Merci.